La mort n'est rien. Je suis simplement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, tu es toi. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de ta pensée parce que je suis hors de ta vue? Je t'attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Tu vois, tout est bien. Bach, Chopin, Beethoven, tous les grands compositeurs ont des styles très différents. Mais ils ont tous un point commun, un génie inaccessible. Et pourtant, une femme rivalise étrangement avec ces hommes d'exception. Rosemary Brown ne connaît rien à la musique, mais lorsqu'on écoute ses compositions, on a la dérangeante impression d'entendre les plus grands maîtres de tous les temps, comme s'ils n'avaient pas vraiment disparu. Et si ce n'était pas qu'une impression? 1970. Un disque très étrange crée des remous dans la presse musicale de toute l'Europe, car il dévoile des morceaux inédits de compositeurs disparus depuis bien longtemps. Le mystérieux auteur est une modeste femme de chambre de Londres qui n'a jamais pris un seul cours de solfège. Prodige irrationnel que personne ne peut expliquer, sauf Rosemary elle-même qui prétend être en contact avec tous ses compositeurs. À une époque, j'étais bloquée à la maison à cause d'une côte cassée. Je ne pouvais plus travailler. Alors, pour passer le temps, comme nous avions un vieux piano qui ne servait à rien, j'ai voulu me mettre à la musique. Mais lorsque je me suis assise au piano, j'ai soudain senti mes mains qui m'échappaient. Elles étaient contrôlées par quelqu'un d'autre. C'était Franz Liszt, et il m'a offert une belle musique. Durant toute sa vie, Rosemary Brown va écrire des centaines de partitions qu'elle attribuera aux compositeurs que nous connaissons tous. Un phénomène désarmant pour les plus éminents musicologues, comme pour tous les artistes qui se sont penchés sur son œuvre. On est intrigué de voir une personne comme ça recevant des messages. Mais on peut se demander ce qui se passe. Je crois qu'il ne s'agit pas de supercherie. C'est trop difficile à écrire la musique. Rosemary Brown n'a suivi aucun enseignement musical. Comment pouvait-elle alors reproduire aussi parfaitement des styles si uniques? Plus fort encore, certains morceaux qu'elle aurait reçus de Franz Liszt ont une ressemblance frappante avec les brouillons du compositeur qu'on n'a découvert que plus tard. Cette femme aurait-elle le don de perpétuer l'œuvre de ces musiciens disparus? Il y a des personnes qui cherchent à nous joindre pour continuer les projets qu'ils avaient pendant leur vie sur Terre, pour qu'on travaille ensemble et qu'ils composent à travers nous. Le cas de Rosemary Brown, ça m'a confirmé dans l'idée d'une inspiration qui est au-dessus de toutes les techniques. Elle en a porté témoignage, c'est plus ou moins convaincant, mais ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose ailleurs. Autre chose ailleurs, dans l'une de ses chansons, William Sheller évoque cette question qui reste éternellement sans réponse. L'artiste est-il vraiment le seul responsable de tout ce qu'il invente? J'ai trouvé dans mon piano quelque chose qui ne m'appartient pas. Une mélodie et des mots, quelque chose que je n'écrirai pas. J'ai trouvé dans mon piano quelque chose qui ne m'appartient pas, mais c'est vrai. C'est pas à moi, c'est sorti du piano. Ce sont les mains aussi. Les mains que l'on ne guide pas du tout, on les laisse se promener sur le piano, puis sort quelque chose. Moi, je veux bien qu'on me donne toutes les explications cartésiennes possibles. Je veux bien qu'on me parle de molécules, je veux bien qu'on me parle de tout ce que l'on veut. Mais personnellement, j'ai pas de réponse. Alors le talent artistique est-il pure invention ou héritage venu d'ailleurs? Et si cette femme était vraiment en contact avec ces génies d'une autre époque? Hypothèse bouleversante, mais à ce jour, il n'y a pas d'autre explication. Quand les gens parlent à Antonio, il leur répond qu'il entend de la musique.
Il tombe en transe et les voix de Picasso, de Renoir, de Monet, de Van Gogh et d'autres grands maîtres s'adressent à lui de façon très joviale. Ces derniers tentent de nous signifier ainsi que même dans la mort, ils ne sont pas vraiment partis. Et Antonio est leur façon de nous communiquer cela. Depuis l'âge de 13 ans, Antonio Luis Gasparetto croit qu'il agit comme médium auprès de plusieurs grands maîtres disparus qui envahissent ainsi son corps et son esprit pour prendre contact avec lui. Quelle que soit l'origine de ses performances, quelque chose s'empare certainement de Gasparetto lorsqu'il tombe dans cet état. Il tremble, parfois violemment, sa tête retombe en arrière, puis sur les côtés, et sa main s'agite sur la toile, plus rapidement encore que l'œil, et bientôt des œuvres inspirées des vieux maîtres naissent du bout de ses doigts. Il réalise tout cela les yeux fermés, habituellement en pleine obscurité, sauf lorsqu'une caméra de télévision veut filmer ses performances. Il met d'1 minute et demie à 5 minutes pour exécuter une toile. Il peut commencer une toile de bas en haut et par les côtés, et lorsque le besoin se fait sentir, il peint avec ses pieds. Le professeur Al Boehm, un historien de l'art de Los Angeles, a visionné une bande vidéo montrant Antonio en pleine action. C'est comme si les œuvres originales avaient laissé une trace de mémoire. Le fait qu'il saisisse tout cela sans effort et qu'il n'ait jamais reçu une formation spécialisée est plutôt étonnant. Considérant les conditions dans lesquelles il peint, sa vitesse d'exécution, les moyens techniques utilisés et sa méthode de travail, il se sert de ses jointures, de ses doigts et de ses pieds. Je crois qu'il s'agit là d'un véritable phénomène. Antonio lui-même ne sait pas comment ni pourquoi les maîtres l'ont choisi. Je sens leurs esprits, je saisis leur personnalité, je les vois, je les entends. Et quand ils pensent à ce qu'ils veulent faire, mon corps se plie à leur volonté. Quelle que soit la source du don d'Antonio, ce dernier a non seulement attiré l'attention des experts en art, mais il a aussi éveillé l'intérêt de la communauté scientifique. Le docteur Gene Malley de l'Institut de recherche de Washington affirme qu'il y a quelque chose de physiologiquement mystérieux dans les transes qui secouent Gasparetto. Nous enregistrons une activité cérébrale très particulière chez ce sujet qui nous oblige à conclure qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie. Quand il saisit deux esprits simultanément dans chacun de ses hémisphères, et les électroencéphalogrammes nous révèlent la différence entre ces deux entités. Qu'ensuite je lui demande de les interchanger, il le fait. Ce n'est pas le genre d'expérience scientifique qu'il pourrait feindre. Ça m'impressionne. Gasparetto travaille avec de la craie ou de la peinture acrylique, avec ses mains ou ses jointures. Ses réalisations ne sont pas des copies conformes d'œuvres originales de grands maîtres. Il s'agit plutôt d'interprétations qui respectent cependant les styles de chacun des maîtres. Le docteur Arthur Hastings est l'auteur d'écrits scientifiques concernant le phénomène des médiums. Quand nous demandons à Gasparetto pourquoi les esprits agissent ainsi, il répond qu'ils veulent nous signifier que la vie se poursuit au-delà de la mort.
que notre conscience ne meurt pas. Ils veulent prouver que Picasso, Toulouse-Lautrec, Van Gogh et Monet sont toujours vivants, ou du moins qu'une partie de leur personnalité l'est encore. Nous survivons à la mort, et par conséquent, nous devons nous préparer à cela et être rassurés. Il est important que nous soyons conscients de cela et que nous nous y préparions. Voilà leur message. Et c'est cela qu'ils nous disent, que la mort n'est pas une fin en soi, qu'il y a une vie au-delà de la mort. Pour ceux qui doutent encore de la présence d'une force supérieure, Antonio fait la démonstration de l'impossible. Il réalise simultanément 2 portraits à l'aide des 2 mains. Chaque main respectant l'un et l'autre des styles de Renoir et de Monet. Apparemment, les 2 maîtres s'adressaient à lui au même moment. Augustin Lesage est dans une galerie de mine en 1912 quand il entend une voix. Et la voix lui dit qu'il va devenir peintre. Il entend ça, il ne comprend pas ce qui se passe, il n'ose pas en parler autour de lui. Il se dit, c'est bizarre d'entendre des voix, je suis en train de devenir fou, et il est un peu gêné même. Mais les voix se renouvellent et il commence à en parler à un collègue mineur qui lui dit si c'est possible d'entendre des voix, c'est quelque chose qui s'appelle le spiritisme, qui permet d'entrer en communication avec des esprits. Donc Lesage, en 1912, organise une séance avec Ambroise Lecomte. Et lors de cette séance, Lesage va commencer à dessiner. Donc, sa main va prendre un crayon et va faire des sortes de griffonnage étranges. Et Lesage va donner une explication à ses dessins en disant que c'est Marie qui l'a guidé, sa jeune sœur morte toute petite. Après, les voix lui disent il faut que tu fasses de la peinture. Les références de couleurs sont données guidées par les voix, parce que lui, il n'a jamais fait de la peinture. Sur papier, il va commencer à peindre. Donc c'est des petits coups de pinceau qui sont apposés sur la feuille de papier. On dirait des constellations. Il peignait chez lui dans sa toute petite maison de Coron en fait. Et les gens passaient. Une étape suivante dans la vie de Lesage, c'est qu'il va développer un don de guérisseur, un tel don qu'il va quitter la mine définitivement en 23. Et là, il va commencer vraiment son œuvre de peintre spirit, toujours guidé par les esprits. Quand les voix lui disent « tu dois faire de la peinture à l'huile et puis peindre cette grande toile énorme », Lesage dit qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc c'est toujours les voix qui vont être là. Mais on voit vraiment qu'il y a comme quelque chose qui part de forme, comme si la main elle était encore guidée avec un crayon, mais c'est un pinceau, donc des formes qui bougent. Lesage, c'est vraiment une peinture de construction et qui mêle toujours une symétrie. Alors, Victor Simon, il est né en 1903 à Divion, toujours le bassin minier, et c'est quelqu'un qui commence comme mineur, mais très jeune, il entend des voix, il a des visions. En 1933, il entend des voix qui lui disent de façon très autoritaire « tu dois faire de la peinture ». Parce qu'il y a des photographies où on le voit lors de ces séances spirites avec les toiles autour de lui. Parce que c'est des formes d'œuvres avec des énergies particulières et qui représentent des états particuliers du monde, de l'univers, dont il donne quelques explications, mais je pense qu'on est encore loin d'avoir tout compris de l'œuvre de Victor Simon. Fleury-Joseph Crépin va être le 3e à faire œuvre de peintre guidé par les esprits. On est en 1939. Sa main est en train de recopier de la musique quand, au lieu de faire des notes, c'est des dessins bizarres. Il dit, ces dessins, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Les voix lui disent, tu vas devoir peindre 300 tableaux pour que la paix revienne dans le monde. La guerre va se déclencher peu de temps après et il va réaliser ses peintures, puisqu'en fait les premiers dessins il va les retranscrire en peinture, avec les conseils donnés aussi par les voix pour aller s'acheter des couleurs, des pinceaux, des peintures. Il fait ses 300 tableaux et il termine justement le 300e la veille de l'armistice. Le 17 mai 1945, il termine son 300e tableau pour que la paix revienne dans le monde.
Entrée des médiums, spiritisme et art de Hugo à Breton est pour moi une manière de s'intéresser à cette façon très étrange qu'ont eu certaines personnes de faire de l'art sans prétendre en faire, sans même vouloir en faire. De 1853 jusqu'au début des années 30, en fait, on vit une sorte d'âge d'or du spiritisme, qui est une forme de spiritualité qui permet en fait de résoudre certains problèmes du siècle et de répondre à des besoins spirituels de façon étrangement athée, démocratique et scientiste. Alors c'est assez étonnant parce que ça provoque beaucoup de phénomènes dont on connaît bien sûr les tables tournantes, les tables parlantes, à travers lesquelles donc se délivre un message. Mais en marge de tous ces phénomènes parlés, qui souvent sont d'une haute teneur poétique, on a des productions artistiques, beaucoup de dessins, un peu de peinture, qui se mêlent à la poésie. Donc c'était un peu une façon d'explorer cette façon très étrange de faire de l'art, à partir de l'accroche première, qui est bien sûr l'épisode des tables tournantes de Jersey, ou la famille Hugo, vraiment au tout début de l'arrivée du spiritisme en France, se met à pratiquer les tables tournantes avec un médium qui en fait est Charles Hugo, le fils aîné de la famille. On a très en avance sur le XXe siècle une position de l'artiste qui anticipe sur celle de Duchamp d'une certaine façon, sur celle de beaucoup d'artistes modernes qui veulent se mettre en retrait de leur création. Et là, c'est le phénomène qu'on observe dans les tables tournantes où le médium, au sens propre du terme, n'est que l'intermédiaire. Donc c'est l'entité, l'esprit, qui parle, qui dessine, et le médium ne fait qu'y prêter son corps. Donc c'est un artiste qui se met entre parenthèses, qui prétend même n'être pour rien dans ce qu'il produit. Alors qu'en fait, si on n'explique pas la chose par les artistes, mais plutôt par des phénomènes psychiques, de travail de l'inconscient, de fonctionnement de l'esprit humain sur un mode qui relève en quelque sorte du sommeil hypnotique, c'est un phénomène de désinhibition qui se produit et de liberté créative. Et donc c'est un peu ce champ-là qui s'ouvre dans l'art par cette expérience un peu étrange et pittoresque des tables parlantes, de l'écriture automatique, du dessin automatique, puisqu'on a le phénomène des tables, mais aussi on a à côté des médiums de transe, donc qui s'endorment et qui délivrent un message pendant leur sommeil. Cet art, aujourd'hui, on le redécouvre depuis plusieurs années grâce à deux phénomènes. Déjà, et c'est pour cela que l'exposition se clôt sur l'évocation des surréalistes et d'André Breton, qui en 1933 fait paraître un article dans Minotaure, Le Message automatique, qui est une première anthologie des peintres médiums, donc qui les fait en quelque sorte entrer sur la scène artistique, qui leur reconnaît ce statut d'artiste. Et après, grâce à Dubuffet, grâce à l'art brut, en fait, l'art brut va intégrer les spirites. Ce sont des artistes non professionnels, des artistes qui n'ont jamais appris à peindre, donc qui, en fait, correspondent à la définition que Dubuffet donne de l'art brut. C'est votre grand-père paternel que vous avez perdu. Oui, parce qu'il est là aujourd'hui. Ah. Et il vient vous parler, il vient vous dire bonjour. Vous l'avez connu, vous êtes... Ah oui, moi c'est... et c'était votre grand-père, vous l'adoriez. C'était ma vie. Voilà. Bah, c'est là, il est là. Et il joue avec vous, il vous prend dans ses bras. Donc vous étiez toute petite, je pense. Trop mignon. On peut même s'asseoir, non? Oui, on peut.
Il y a quelque chose de très fleuri autour de lui, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, parce qu'il aime, il adorait les fleurs. Ah bon, alors il m'envoie ça, il m'envoie plein de fleurs autour de lui. Il apporte un chapeau, il est en train encore de jardiner ouais, et il porte. Son chapeau. Très bien, ben voilà, il est là, il est super content, il est très heureux. Il va bien. Il va très bien, il est très heureux. Il y a quelque chose qui s'est libéré chez lui. Ouais. Parce que du temps de son vivant, et c'était pas un homme très très grand. Non, pas très grand. Voilà. Non. Et du temps de son vivant, avec un E, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est son prénom, Émile. Ah merci, j'avais ça, d'accord, ok. Émile. C'est le papa de votre maman? Oui. C'est ça. Ouais. Parce qu'il dit ça et il dit que il a beaucoup. Voilà, bah, ça c'est un signe aussi. Et il dit qu'il y a un warning sur votre maman en ce moment. Qu'est-ce que c'est? Warning. Oui, c'est-à-dire attention. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Ah bah voilà. Vous voyez, on a ça. Voilà, et ben c'est ça, un warning. C'est son anniversaire aujourd'hui, Très bien. Et ben s'il est heureux et il reconfirme. Voilà, c'est pas grave hein, quand on entend comme ça des choses dehors, c'est qui viennent confirmer ce qui se passe à l'intérieur. Merci, il est vraiment, je le redis parce qu'il est plein de joie pour venir vous voir. Et ce qui est incroyable, c'est la limpidité et l'amour et la tendresse qui passe dans tout ça. C'était quelqu'un de très très important pour moi. Hein, et j'étais pas en France et il était, je l'ai clairement senti. Parce que j'avais une peine immense. Il s'est présenté à vous. Mais en fait, c'est comme si en 2 secondes, j'avais plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des lunettes? Oui. Parce qu'il montre ses lunettes. Ouais. Et il me dit quelque chose par rapport aux lunettes. Il avait tout le temps, ses lunettes. Et voilà. il voulait pas les changer. Et des donc, fois, elles étaient cassées là. Parce que je vois comme du scotch ici. Hein, exactement, il mettait... Voilà. Bon, moi, c'est ce qu'il me montre. Il mettait du scotch. Ouais, c'est ça. Voilà, il a vraiment une intimité avec vous. Il pourrait rester des heures à discuter là avec vous. Il est content, il est bien ici. Mon grand-père est très bavard. Voilà, il est tout le temps, donc c'est pour ça. Il y a un autre endroit où vous êtes aussi? Oui, je suis. Parce que vous êtes, il me dit qu'il y a 2 endroits où vous travaillez. Je tourne sur plusieurs magasins. D'accord, ok. Ouais, mais c'est surtout la façon dont vous êtes traité, me dit-il. C'est pas tellement bon, et c'est un homme qui gère ça, il n'est pas très positif. Non. Alors il me dit qu'il va vous présenter une autre opportunité pour vous. Et ça, dernière chose, je ne sais pas si c'est pour vous, il y a un TH ou un prénom qui sonne en T. C'est quelqu'un qu'il a aimé. Il me dit c'est quelqu'un qu'il appréciait beaucoup. Ah, Tony. Oui. Ah, merde. Ouais. C'est mon ex. Ah, il l'aimait beaucoup. Il l'aimait énormément. Ah, c'est ça. Oh là là, oui, bah alors là, il est ouf. Ah, enfin bah... Il fait passer, mais il dit pourquoi tu l'as quitté, pourquoi vous êtes séparés? Ouais, je sais. Mais c'est vous qui l'avez quitté? Enfin, il y a eu un concours de circonstances. Il y a eu un concours, ça a été très... voilà. Bon. Et je lui avais écrit une longue lettre pour lui expliquer les raisons de cette séparation. Il va y avoir quelqu'un d'autre. Bah pour l'instant, personne. Non, mais il va y avoir quelqu'un d'autre. Il vous laissera pas tout seul. Bah j'aimerais bien. Non, mais il continue à veiller sur moi. Et il le fait, ne vous inquiétez pas. Il vous remercie et... Il dit continue à bien veiller sur vous, à bien vous occuper de vous. C'est important en ce moment en particulier. Ouais. Voilà. Ah, je suis émue. Ben, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Et c'est lui qui vous embrasse. Merci. Quel est votre prénom? Mélanie. Mélanie. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Je suis très émue. Eh ben, écoutez, c'était un beau moment. Il est très présent, très présent. Et il continuera. Ne vous inquiétez pas, on les voit pas, mais on les voit. En fait. Ils sont bien là. Ils sont bien présents. Ça va? Ça ira? Ça ira. Il n'y a que de l'amour. Que de l'amour. Il n'y a que de l'amour.